Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La communauté internationale fait part de ses inquiétudes sur le projet de loi actuellement débattu en République démocratique du Congo. La possibilité d'un recensement de la population pourrait, selon l'opposition, retarder la date de l'élection présidentielle prévue en 2016. Et pendant que se pose la question de la révision constitutionnelle dans de nombreux pays du continent, celui de la vie après le pouvoir reste tout aussi importante. À quoi ressemble la vie des anciens présidents? Nous tenterons d'y répondre dans cette édition. Le taux de chômage en Algérie s'est établi à 10,6% en septembre 2014. Il correspond à 1,214 millions de chômeurs. Les chiffres nous seront expliqués dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, en République démocratique du Congo, la situation reste tendue depuis les manifestations de ce début de semaine qui ont dégénéré. Et ce mercredi matin à Kinshasa, la capitale, les troubles ont repris sur le campus universitaire. Une partie des étudiants dit vouloir manifester contre l'adoption du projet de loi électorale. Les autorités nient le caractère politique de ces manifestations et condamnent la violence à laquelle les étudiants ont recours. Ces actes seront sévèrement punis par la justice, selon le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Et la communauté internationale prend position contre ce recensement électoral actuellement débattu en République démocratique du Congo. Washington, Bruxelles ou encore Paris ont appelé les autorités à respecter la tenue de leur élection, comme nous l'explique Aminata Diak. Les violences survenues ces 2 derniers jours à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, interpellent la communauté internationale. Ils sont nombreux à se prononcer sur la tension politique qui agite le pays actuellement. Beaucoup de pays et d'organisations internationales appellent à cesser la violence et à respecter la Constitution. Le recensement ne peut pas servir d'excuse pour retarder des scrutins qui doivent se tenir d'ici à la fin 2016. Si le gouvernement congolais en vient à ne pas respecter sa loi fondamentale, cela nuirait gravement à la réputation de la République démocratique du Congo dans le monde. Certains observateurs sont du même avis. L'adoption de ce texte pourrait compromettre les acquis démocratiques de la République démocratique du Congo. Le projet de loi RDC pose des problèmes et aura des conséquences au niveau de la démocratie au Congo sur plusieurs points. D'abord, c'est que ce recensement, compte tenu de ce qui se trouve comme infrastructure au Congo, tiendra au moins 2 ans, 20 mois, voire 24 mois. Donc, ça voudrait dire que la date des élections présidentielles et législatives sera déjà dépassée et le mandat même du président, le mandat des députés sera dépassé. Deuxième point, c'est que c'est un élément vraiment qui tient pas la route, parce que si on se dit que depuis le dernier recensement date de 1984 et depuis, il y a eu plusieurs élections et on sait bien qu'au niveau de l'enregistrement des fichiers, au niveau du fichier électoral, ne pose pas de problème, même s'il n'y a pas de recensement. Le Sénat a jugé recevable ce mardi 20 janvier le projet de loi portant modification de la loi électorale adopté le 17 janvier dernier à l'Assemblée nationale. Le texte est aujourd'hui confié à la commission politique, administrative et judiciaire qui est chargée de l'examiner et de le soumettre à nouveau en discussion ce jeudi 22 janvier 2015. Nous venons de le voir, le débat sur la révision constitutionnelle fait rage sur le continent, celui de la vie après le pouvoir également, reconversion en opposant politique ou en acteur sur la scène internationale. Que deviennent finalement toutes ces personnalités après leur passage au palais présidentiel? Élément de réponse avec Paul de Singwe. Ils ont occupé la plus haute fonction de l'État, mais aujourd'hui, certains sont dans l'ombre et d'autres encore présents sur la scène politique. Mais en réalité, que deviennent les anciens chefs d'État du continent? Généralement en Afrique, la reconversion des anciens présidents est à l'image de la transition démocratique du pays. Là où l'alternance s'est faite de manière démocratique et pacifique, les anciens dirigeants participent de près ou de loin à la gestion politique de l'État. C'est le cas du Bénin où les anciens présidents interviennent souvent dans la vie politique du pays. Le consensus obtenu sur la LEPI par les uns et les autres est salutaire et il importe que toutes les parties y adhèrent avec sincérité. J'exhorte par conséquent
L'Union africaine et la communauté internationale incitent également les dirigeants du continent à assurer une alternance démocratique. Afin d'encourager ce procédé, ces institutions ont souvent récompensé ceux qui se sont distingués, parmi lesquels les anciens présidents Olusegun Obasanjo, Pierre Buyoya, Sekouba Konaté et bien d'autres. L'ancien président sénégalais Abdou Diouf s'est vu propulsé à la tête de la francophonie de 2003 à 2015. J'ai commencé très jeune ma carrière publique, nationale puis internationale. Cela ne veut pas dire que je me désintéresserai des affaires de mon pays, du continent, de la francophonie du monde, mais je le ferai en tant que militant de la francophonie, militant panafricaniste, mais sagement assis dans mon salon auprès des miens. Même si en Afrique, certains chefs d'État se distinguent et assurent des transitions pacifiques et démocratiques, d'autres, par contre, éprouvent des difficultés à s'inscrire dans cet élan et s'assurer par la même occasion une retraite paisible après leur mandat. La révision de la Constitution, notamment pour un nombre illimité de mandats, devient la solution pour un maintien au pouvoir. Ils sont parfois l'objet de harcèlement de la part de ceux qui les ont remplacés et ça crée des problèmes, ça crée des tensions et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup ne veulent plus partir du pouvoir parce qu'ils se disent que bon après, quand ils quittent le pouvoir, ils ont des ennuis et ça n'incite pas les uns et les autres à lâcher le pouvoir facilement. Si l'Afrique veut assurer une meilleure reconversion à ses dirigeants, elle devrait les doter d'un véritable statut d'ancien chef d'État. Mais les chefs d'État du continent le savent, désormais leurs peuples sont de plus en plus exigeants et attendent d'eux une gestion exemplaire des affaires de l'État. De cela dépend leur avenir au pouvoir. Le ministre des Affaires étrangères du Maroc annule sa visite en France. Salah Eddine Mezouar a annulé la visite qu'il devait effectuer vendredi à Paris. Les tensions persistent entre les deux pays. Pour rappel, leur coopération judiciaire est suspendue depuis le 27 février 2014. Une décision prise par Rabat pour protester contre le dépôt de plaintes pour torture et complicité de torture visant le patron du renseignement marocain Abdelatif Amouchi. Solidarité autour de la lutte contre Boko Haram. Le Tchad a récemment annoncé l'envoi de troupes afin d'épauler le Nigeria contre les multiples attaques du groupe terroriste. Au Niger, une réunion régionale contre Boko Haram s'est tenue à Niamey en présence de représentants de 13 pays de la région du lac Tchad. Les précisions de Birama Saounera. Front commun contre Boko Haram. Depuis plusieurs semaines, la situation sécuritaire dans les bassins du lac Tchad est mise à mal. En cause, les exactions du groupe islamiste Boko Haram. Pour stopper la montée en puissance de ce groupe, un sommet international extraordinaire s'est tenu mardi à Niamey, au Niger. Au menu des échanges, l'opérationnalisation des actions contre ces groupes islamistes. Ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'affrontements, des populations qui ont été attaquées. Donc aujourd'hui, face à cette avancée-là, il s'agit pour ces pays-là de faire l'état des lieux de l'avancée de Boko Haram sur le terrain. Et dans un second temps, de voir dans quelle mesure les efforts peuvent être coordonnés entre les pays. Parce que la lutte contre Boko Haram dépasse maintenant le seul pays du Nigeria, dépasse également le seul pays du Cameroun. Cette réunion était aussi l'occasion pour les participants d'aborder la question de la logistique. Les pays souhaitent aussi une intervention rapide de renfort de l'ONU face à ces groupes terroristes. L'opération Boko Haram mobilise plusieurs centaines de personnes. Il va falloir donner plus de constance aux effectifs. Il faut une force nombreuse et qui soit en état de se déployer et d'être véritablement opérationnelle. Il faut que le Nigeria y contribue à un niveau supérieur. Contrairement aux autres pays, le Nigeria, pourtant concerné en premier lieu, n'a pas dépêché des ministres à cette réunion. Une situation qui a suscité beaucoup d'interrogations. Le Niger, pays hôte de ce sommet, n'a pas été victime des attaques de Boko Haram. Néanmoins, le pays reste sur ses gardes en renforçant son dispositif sécuritaire, particulièrement dans la région des Difa. La MINUSMA poursuit son engagement en faveur de la stabilisation au Mali. La mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali reste déterminée à poursuivre la mise en œuvre de son mandat confié par la communauté internationale malgré les attaques terroristes, a déclaré ce lundi son chef adjoint, M. Akodjenou, lors d'une visite à Kidal dans le nord du pays. Rappelons que ce samedi, le camp de la MINUSMA à Kidal a été pris pour cible. Un casque bleu tchadien a été tué et 4 autres blessés.
Hausse du chômage en Algérie ayant suivi pendant longtemps une courbe descendante, il a augmenté et s'est établi autour de 10,6% en septembre 2014, notamment chez les jeunes avec 25,2% et les universitaires avec 16,4%. Comment peut-on traduire ces chiffres? Élément de réponse avec Aminata Diak. Le taux de chômage en Algérie a connu une hausse de 0,8 points, passant de 9,8% en avril à 10,6% en septembre 2014. Ce chiffre correspond à 1,214 millions de chômeurs, avec un taux de plus de 25% chez les jeunes et de plus de 16% chez les universitaires. Une situation qui s'explique selon certains observateurs par un travail improductif et un effectif trop important dans l'administration publique. Le problème, c'est le ralentissement de l'investissement. Non, parce que le taux de chômage en Algérie, il faut qu'on se mette d'accord. Dans la structuration de l'emploi, il y a prédominance de l'administration. C'est ça le plus important, c'est que c'est des emplois qui sont pas directement productifs. Il y a un autre élément qui gonfle le taux de chômage, c'est les emplois temporaires pour les jeunes. Un autre élément important, c'est le sureffectif des entreprises publiques. Les entreprises publiques ne sont pas totalement autonomes. Les spécialistes craignent également que le taux de chômage continue de progresser dans les prochains mois, compte tenu de plusieurs facteurs. Élément aussi très très important en Algérie, 50% de l'emploi, d'après les chiffres officiels, c'est dans la sphère informelle. Ce n'est pas propre à l'Algérie, on peut retrouver ça au Maroc, dans pas mal de contrées de pays africains. Donc tous ces éléments-là donnent un taux de chômage assez biaisé qui ne reflète pas la réalité. Il est sûr qu'avec le cours des hydrocarbures, le gel de certains chantiers, le taux de chômage risque effectivement, même l'officiel, risque d'être rehaussé. En Algérie, le secteur privé ou mixte emploie 60% de la population active. Ces statistiques soulignent quelque part l'échec de la politique d'emploi dans le secteur public. Ce dernier n'est pas véritablement un créateur d'emplois malgré le financement conséquent alloué annuellement par l'État. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.